Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Francis, merci de m'accueillir chez toi, dans tes bureaux. Je suis très heureux de te rencontrer parce que je t'ai découvert comme beaucoup. Alors moi je t'ai découvert avec la Ligue des Optimistes, mais aussi beaucoup dans le confinement et à travers tes ouvrages, on en parlera tout à l'heure. Bonjour Laurent. Voilà. Et puis on a plein de points communs, on s'en a encore découvert tout à l'heure, plein de points communs. On est membre de la Ligue des Optimistes, tu es couéiste, enfin en tous les cas, voilà, Émile Coué t'a beaucoup inspiré. Couéiste, j'aime bien ça. Voilà. Moi je le suis aussi, et j'en profite pour saluer l'ami Luc Tessier d'Orfeuille, que j'espère avoir bientôt à mon micro. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui ne sont pas forcément du métier, parce que le spectre est large, et donc de l'auditoire, et voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, donc j'ai une formation d'ingénieur, et j'ai travaillé pendant 10 ans comme ingénieur, mais j'étais pas à ma place. Et puis un jour, j'ai suivi une formation de prise de parole en public, et il fallait se présenter devant 40 personnes, et j'étais plutôt timide et introverti, et j'étais la dernière personne à se lever, à se présenter, et j'ai bafouillé, j'ai raconté n'importe quoi, enfin je sais plus trop ce que j'ai dû dire, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que quand j'ai vu l'intervenant parler avec clarté, confiance et conviction, j'ai dit je veux prendre sa place, et ça a changé ma vie. C'était en 1995, et depuis je suis formateur, coach et conférencier professionnel. Ouais, et tu es aussi un spécialiste de la prise de parole en public. Tout à fait. Et je ne sais pas si c'était ta citation, en tous les cas, elle apparaît lorsqu'on visite tes sites. Il y en a un en particulier, tu dis « Prendre la parole en public, c'est bousculer le monde avec des mots ». Tout à fait, tout à fait. Et je rajouterai maintenant une nouvelle citation, c'est que le monde a besoin de vous entendre ou de nous entendre. Je coach beaucoup de scientifiques et de managers en prise de parole en public, et leur difficulté, c'est justement de faire passer leur message sur des nouvelles idées, des nouvelles recherches. Alors, c'est passionnant parce que on retrouve lors des derniers épisodes, en particulier avec Mireille Tritz-Kaiser, qui était aussi une grande timide et qui maintenant accompagne les autres à vaincre cette timidité, notamment dans la prise de parole en public. Elle n'en a pas fait forcément son axe d'expertise, alors que toi, c'est vraiment quelque chose, le marketing, la prise de parole en public, l'accompagnement des personnes, des dirigeants, des managers, des organisations. Tu es conférencier, mais on y reviendra parce que je sais que tu es cofondateur de l'association des conférenciers professionnels, c'est ça ? L'association française des conférenciers professionnels. L'association AFCP, voilà, oui, tout à fait. Voilà, que tu as cofondé, me semble-t-il. Alors, c'est plutôt Laurent Tilski qui l'a fondé. Oui, un ami que je salue, Laurent. J'étais dans cette aventure un tout petit peu avant lui, puisque je lui ai fait découvrir la National Speakers Association, donc l'association américaine des conférenciers professionnels, en 2007, et moi je l'ai découvert en 2006. Voilà. D'accord. Et l'association, la FCP, a été créée en 2008. D'accord. Oui, par Laurent Tilski. Par Laurent, oui, que je connais bien, et donc encore une fois que je salue. On a beaucoup d'amis communs, puisque pour les auditeurs, vous vous souvenez, l'épisode de la semaine dernière était consacré à Christophe Bichet aussi, qui est un grand optimiste, et on échangeait tout à l'heure avec Francis en avant-propos, et Christophe que je salue, et encore une fois que je remercie de son accueil aimable et adorable au bord de l'eau du lac d'Annecy. Alors, comment devient-on conférencier professionnel en plusieurs langues, spécialiste de la prise de parole en public, en ayant fait alsacien première langue, français deuxième langue? J'aime bien que tu mettes l'accent alsacien en première langue. Tout à fait, l'alsacien, c'est ma langue maternelle. Ouais. J'ai appris le français à l'âge de 5 ans. Et encore dans un village où on parlait le français uniquement à l'école, dans les cours de récré, on parlait l'alsacien. Ouais. Et c'est vrai que ça paraît paradoxal. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que pendant longtemps, j'en voulais un petit peu à ma vie de pas être né français, francophone, puisque j'avais beaucoup de difficultés pour m'exprimer clairement et puis pour comprendre aussi les mots, le vocabulaire français.
Et finalement, bien plus tard, j'ai vu que c'était une force d'avoir aussi une deuxième langue. Et c'est ce qui fait que effectivement, j'interviens aujourd'hui en 3 langues au moins. Oui, au moins. Au moins, mais on reviendra sur l'anglais un peu plus tard. Oui, alors tu dis que effectivement le français a été douloureux à un moment, que tu cherchais tes mots, que c'était pas simple. Alors encore une fois, je trouve que ton parcours, remarquable à tout point de vue, et on en reparlera, mais donne beaucoup finalement d'espoir à la fois aux personnes qui ont des difficultés scolaires, et là aussi on en reparlera, des difficultés d'expression, des difficultés dans beaucoup de domaines, et aujourd'hui c'est toi qui enseignes, c'est toi qui guides, tu es conférencier international, on l'a déjà dit, donc je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Comment tu t'en es sorti finalement? Est-ce que c'est par la résilience? Est-ce que voilà, parce que encore une fois, ton parcours scolaire a été rock'n'roll, hein, comme Rock Your Life. Oui, mon parcours scolaire, j'ai commencé avec une 6e de transition. Alors, oui. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais aujourd'hui, on dit une école pour les nuls. Ouais, une autre génération, c'est. Voilà, 6e de transition. Et malgré cela, j'ai fini dans une école d'ingénieur. Donc, alors, est-ce que c'est la chance? Ça va, puisque c'est un de mes thèmes aussi, mais c'est vrai que peut-être que je n'aurais pas réussi à entrer dans une école d'ingénieur si j'avais fait un cursus classique. D'accord. Je pense que c'était une chance justement de faire un parcours un peu atypique, mais je pense que nous cherchons tous un peu notre voie, notre position, où on se trouve dans cette vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette vie. Et je suis pas sûr qu'à 14 ans, quand on sort de l'école, puisqu'à 14 ans, j'ai fait un CAP. Et donc, c'était tout de suite un métier pour tout de suite après, 3 ans plus tard, être actif, quoi. Hein, et puis finalement, j'ai pu intégrer une seconde spéciale. Mais malgré cela, la seconde spéciale, mon rêve à l'époque, je voulais être Einstein. Ouais. J'étais fan d'astronomie à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai continué en école d'ingénieur, en physique, mais j'ai fait physique des matériaux, ce qui n'est pas forcément ma passion, quoi. Ouais. Voilà. Alors, tu écris quelque part que en fait tu as une scolarité médiocre. Comment avec le recul que tu as aujourd'hui et finalement la réussite de ton cursus, y compris en formation initiale, comment tu l'analyses? Est-ce que c'est le système qui n'était pas adapté? Est-ce que c'est toi qui avais... Comment tu analyses ça? Parce que tu n'es pas le seul, même si toi tu le vois de manière atypique. Je veux dire, j'ai eu beaucoup, je commence à avoir quelques personnes que j'ai interviewées et je me rends compte qu'il y a quelques dénominateurs communs. Comment tu l'analyses toi en fait? Je crois que la difficulté de l'école, c'est d'adapter l'enseignement à la personne, enfin à l'élève, à l'enfant. Et je pense que la chance que j'ai eue en 6e, normalement j'aurais dû, la plupart des enfants de mon âge allaient en 6e normale, et moi j'allais en 6e de transition. Et en 6e de transition, on nous apprenait finalement les basiques du français, mais aussi les basiques du calcul. Règle de 3, des choses comme ça, qu'on n'enseignait plus dans les autres 6e. Ce qui fait que c'était du pratico-pratique. Et donc, ça a développé un aspect pratique. Et après, effectivement, la possibilité scolaire CAP, c'était encore du pratique. Donc, je pense que ça m'a appris un peu à comprendre le monde autrement que par la théorie à ce moment-là. Même si après, j'ai réintégré une seconde spéciale. Et là, en réintégrant la seconde spéciale, on va dire que c'était relativement facile puisque j'ai fait un bac F, électrotechnique. Donc, je restais dans le même domaine technique. Mais après, quand je suis parti en maths sup, maths spé, alors là, c'était un autre monde. Heureusement qu'il y avait les maths et la physique que j'aimais beaucoup. Mais il y avait quand même des domaines où j'étais pas très bon, quoi. Ouais. Voilà. C'est assez remarquable. Hein, quel a été ton moteur au moment où finalement tu fais ton CAP? Quel est le moteur qui te dit bon allez, j'y vais? Parce que beaucoup seraient à notre époque seraient rentrés dans la voie professionnelle, finalement l'apprentissage, peut-être une vie plus rapide, plus simple, avec de l'argent, moins d'efforts à produire. Enfin voilà. Qu'est-ce qui t'a amené? C'était quoi le déclic finalement? Alors je pense qu'il y en a plusieurs. Notamment, j'ai fait un job d'été comme électromécanicien, donc j'avais 17 ans.
Et donc j'ai travaillé pendant 2 mois dans une entreprise comme électromécanicien, mais il fallait crapahuter, aller dans des endroits, parce que c'était de l'entretien, de la maintenance et de l'entretien. Et donc c'était très sale. Et je me dis, mais jamais je vais faire ça pendant 40 ans. Et je crois que c'était un des moteurs. Après, mais c'était aussi dans mon année de transition pour aller en seconde. Et après, j'ai aussi eu la chance de rencontrer un proviseur qui m'a convoqué dans son bureau. C'était le premier mois de terminale. Et il me demande, qu'est-ce que vous avez envie de faire après le bac ? Et moi, je dis timidement, un BTS ou un DUT. Et lui, il me dit, mais vous n'avez pas plus d'ambition ? Oui. Et c'est là qu'il m'a proposé de faire une école de maths sup, maths spé. Donc j'ai eu la chance de réintégrer un cursus, c'était pas le maths sup classique pour les personnes qui avaient fait un bac C ou un bac D. Oui, tu parles de la voie royale. Oui, moi j'étais en dehors de la voie royale, mais il y avait toujours des portes de secours pour rejoindre une voie parallèle qui permettait effectivement d'être ingénieur. Alors devenir ingénieur, je pense que quel que soit le diplôme d'ingénieur, mais ça permet effectivement, ça ouvre l'esprit, ça permet de voir les choses différemment, et ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon métier. D'accord. Donc en fait, c'est l'entretien avec ce proviseur qui a apporté le déclic. Et c'est intéressant aussi de voir que sur le parcours, quelquefois, on a des personnes qui nous inspirent. Est-ce qu'il y en a eu d'autres dans ta vie, de ces rencontres qui ont été inspirantes pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a eu plein de rencontres dans ma vie, et je pourrais en citer beaucoup de personnes, après, plus ou moins importantes. Alors après, ça dépend où on met le curseur. Oui, des personnes qui t'ont compté, voilà, tu te dis, tiens, ça, ce qui est dit à ce moment-là, clac. C'est ça, mais je me rappelle d'avoir rencontré, donc dans mon cursus, j'ai démissionné après 10 ans, et à ce moment-là, j'avais lu un livre sur la créativité d'un monsieur qui s'appelle Luc de Brabander, je ne sais pas si tu connais, et puis je l'ai contacté. Et on s'est rencontrés, je me rappelle très bien. Timide, c'est bien. Oui, j'ai réussi à le contacter, c'est un Belge, et il était sur Paris, et moi je crois que j'ai dû aller sur Paris exprès pour le rencontrer. Donc il m'a invité à dîner au Novotel à Saclay. Il devait faire une intervention ce jour-là. Et donc on a eu un échange très intéressant. Et il m'a dit, voilà, mais c'est quoi votre domaine ? C'est quoi votre sujet ? J'ai dit, moi, c'est le management. Enfin, voilà. J'étais en train de découvrir ce monde du consulting, de ce monde de coaching, de formation. Et lui, il me posait la bonne question, quoi. Parce que finalement, il faut avoir, du moins une étiquette, sur quoi comment on va se vendre. C'est toute la difficulté, quoi. Ouais. Et à l'époque, management, ça voulait rien dire. Ça veut toujours rien dire, d'ailleurs. On peut mettre plein de choses dedans. C'est très vaste. Voilà, très vaste. Tout à fait. Ouais. Et donc, lui, il m'a posé cette question, même si j'ai mis du temps, et peut-être encore aujourd'hui, je sais toujours pas quoi répondre, parce que je suis quand même multicasquette, quoi. Ça va, tu te débrouilles bien. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu étais un grand timide. Aujourd'hui, voilà, il suffit de te suivre, on en reparlera dans tes émissions ou autres. T'as été au moment des confinements, t'as tout de suite su t'adapter à la situation, t'as été très réactif. J'y reviendrai un peu plus tard, mais restons-y. Non, parce que c'est un peu tôt. Attends. Et comment est-ce que à quel moment donc tu as pris conscience, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, au moment de prendre la parole en public, quand c'est une première fois, tu disais, t'as bafouillé. Moi, j'ai un souvenir aussi. Je me demande d'ailleurs si c'était pas au Novotel de Saclay aussi, parce que beaucoup de séminaires se faisaient au Novotel de Saclay, où je dois intervenir en public dans mes responsabilités managériales, et j'avais une feuille qui était une synthèse d'un groupe de travail, je ne sais plus, et je devais communiquer devant tout un parterre de personnes du groupe
pour lequel je travaillais, et donc je tenais la feuille comme ça, donc grave erreur à ne pas faire, hein, chers auditeurs. Si vous n'avez pas l'habitude, dans tous les cas, bon, je ne vais pas vous dévoiler toutes les techniques, mais c'est toujours mieux de poser la feuille que de la tenir à la main sans pupitre, parce que surtout si on a un peu de trac, si on a un peu de trac, et effectivement la feuille tremblait. Et plus moi j'essayais de tenir la feuille, plus elle tremblait. C'était juste un souvenir mémorable. Alors des fois on a cette prise de conscience, en disant oula, ça va pas, il faut que je retravaille ça. À quel moment toi c'est arrivé? Oui, là, alors tu parlais de cette expérience, mais prise de conscience, il y en a plusieurs. Si, justement, ça, c'était une prise de conscience, puisque cette formation donc a débuté début février en 95, et 6 mois plus tard, le 31 juillet, j'ai donné ma démission. D'accord, c'était une révélation. C'était une révélation, parce que d'abord, donc cette formation, c'était Dale Carnegie. Oui. C'était 12 séances, une séance par semaine. Et donc ça s'est terminé au mois de mai, tout à fait. Comment parler en public et devenir les leaders. Hein. Oui. Et donc à l'époque, il y avait 3 livres de Carnegie en français. Et donc j'avais tout lu, j'avais dévoré ça. Comment dominer le stress et les soucis. Exactement, voilà. Ouais, et puis et après, je suis allé à la Fnac. D'habitude, j'allais dans le rayon suspense, policier. Et puis là, je suis allé dans le rayon sciences humaines, un rayon que je connaissais pas. Et je tombe sur un livre qui avait l'air joli, Pouvoir illimité. Tony Robbins. Voilà, de Tony Robbins. Et là, j'ai pris ce livre, un gros livre, je l'ai pris et je l'ai dévoré. D'accord. J'avais même pas encore fini le livre, que j'avais déjà acheté le 2e livre de Tony Robbins. Ouais. Ça, c'était au mois de mai. Et au mois de juin, donc dans un de ces 2 livres, il dit « Écrivez ce que vous voulez dans la vie ». Le 23 juin, j'ai écrit que je vais me former à toutes les techniques de communication, blablabla, etc. Et un concours de circonstances a fait que mon entreprise, à l'époque, m'a envoyé en Californie au mois de juillet. C'était aux alentours du 14 juillet, pour un congrès. Et là-bas, je suis allé dans une librairie, je suis tombé sur 2 cassettes de Tony Robbins, des cassettes. Hein. Oui. Je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes aujourd'hui. Et j'ai écouté ces cassettes en rentrant matin et soir dans ma voiture. J'avais une demi-heure de route pour aller à mon travail. Et je mettais cette cassette. Focus on your outcome, know what you want. Enfin, il répétait sans cesse les messages positifs, se focaliser sur ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut. Et bien, donc, en rentrant des États-Unis, de Californie, et le 31 juillet, j'ai donné ma démission. C'est fou. C'était assez fou. Je me rappelle très bien quand j'en ai parlé à mes parents. Oh là. Un samedi après-midi, il était 15h, je leur annonce que je démissionne d'un job qui était plutôt bien payé, même très bien payé à l'époque. Et mon père, il ferme la porte de la cuisine, parce que chez nous, la porte de la cuisine donnait sur l'extérieur. Et il comprenait pas cette folie, quoi. Ouais. Voilà. Il comprend maintenant ? Aujourd'hui, j'espère qu'il le comprend. D'accord. Ouais. Non, mais il l'a compris par la suite. Par la suite, oui, je pense qu'il a compris. C'était un taiseux, donc. Oui, il s'exprimait pas beaucoup. Mais voilà, voilà. Des gens pleins de bon sens, souvent. Oui, donc merci pour. Donc t'as suivi beaucoup Tony Robbins. Alors, ce qui est remarquable, c'est que tu l'as suivi en anglais. Tu dis j'écoutais les cassettes en anglais. T'as appris l'anglais avec les chansons. Tout à fait. Voilà. Tu sais ça ? Mais je prépare mes émissions. Hein. Où c'est que j'ai raconté ça ? Je prépare mes émissions. Je me rappelle plus où j'ai raconté ça. Tu disais, je sais plus, tu n'avais pas eu accès forcément au cours d'anglais ou très peu en fait, et que finalement, tu as appris l'anglais avant d'arriver en école d'ingé. Tu as appris l'anglais avec les chansons en fait. Bravo pour ta préparation. Oui, écoute, tant qu'à faire, on fait les choses professionnellement. C'est-à-dire qu'en terminale ou en maths sup, maths spé, les seules options c'était de l'allemand. Et oui, dans nos régions, l'allemand c'était la voie royale, c'était allemand première langue, bien sûr. Et après, effectivement, comme j'adorais l'anglais, j'adorais chanter, donc j'ai appris avec les chansons. Moi, j'ai appris avec les Beatles, donc. Bon. Et les Beatles, et après les Clash, mais ça c'était un peu plus tard, et c'était pas le même style, même période de ma vie et de mon adolescence. Tu as écrit, tu as écrit un bouquin qui m'a beaucoup plu. Alors, j'ai le jet de la chance. Alors, je vous invite vraiment, chers auditeurs,
me procurer le livre. Hein. C'est j'aide, donc le verbe la chance. Et dans ce livre en particulier, tu en avais écrit un avant qui était sur la gestion des conflits, parce que tu t'es rendu compte à l'époque, quand tu travaillais dans les organisations, qu'il y avait beaucoup de tensions, peut-être beaucoup de conflits. Comment ça t'est venu? Alors, je sais que tu as plein de projets, mais comment ça t'est venu cette envie finalement de produire l'écrit? Je pense que ça a démarré. Ça fait partie de ton focus de l'époque où tu as pris conscience d'un certain nombre de choses? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh bien, le jour où j'ai démissionné, j'avais déjà une idée d'écrire un livre. Bon, peut-être que c'était ambitieux, peut-être que c'était... Et j'avais commencé le possible dépend de vous. D'accord. Donc j'avais commencé à écrire quelque chose. Qui s'appelle Le possible dépend de vous. Et j'écrivais régulièrement, mais bon, sans structure, tout ça. Et après, il y a eu le premier livre. Là aussi, concours de circonstances. D'abord, j'ai écrit ce livre parce que j'ai suivi Marshall Rosenberg. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, de faire plusieurs séminaires avec ce monsieur, de découvrir la communication non violente. Oui, parce que tu es aussi un spécialiste de la CNV. Hein. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai écrit ce premier livre. Et ce premier livre s'est terminé, donc j'ai commencé à l'écrire en 2000. J'ai rencontré Marshall Rosenberg en 2003, et j'ai commencé à écrire ce livre. Et puis il est resté un peu dans un tiroir. Et en 2006, alors il faut que je combine deux histoires en même temps. En 2006, j'avais un rêve, c'était de rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Oui. Et là, un concours de circonstances fait que quand j'ai exprimé ce rêve à un ami sud-africain, 3 jours plus tard, je reçois un livre. Enfin, j'ai dit à cet ami, mon rêve c'était le suivant, j'ai dit à cet ami, j'irais bien aux États-Unis en vacances et en même temps rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Et 3 jours plus tard, je reçois un livre que j'avais commandé au moins 15 jours plus tôt. Dans ce livre, il y avait marqué « Je suis allé au congrès des conférenciers professionnels où j'ai rencontré tous les grands consultants de ce monde. » Je dis « Waouh !» 3 mois plus tard, j'étais à ce congrès. Donc, alors, tu n'étais pas encore conférencier. Non, tout à fait. Je découvrais ce monde. Et là, j'ai rencontré d'abord un ami australien qui s'appelle Lindsay, qui lui m'a présenté un ami qui s'appelle Dan Pointer, qui lui, sa spécialité, comme quoi les conférenciers ont tous une spécialité, et Dan Pointer, sa spécialité était de donner des conseils comment écrire un livre. D'accord. Et il m'a donné quelques conseils, et 6 mois plus tard, mon livre était terminé. Merci Dan. Ouais. Alors aujourd'hui, je le salue, il nous a quittés depuis. Et le livre, c'était pas la gestion, c'était au cœur des conflits. Au cœur des conflits, je précise pour nos auditeurs. Donc lui, il m'a donné cette impulsion pour terminer ce livre. Donc ça, c'était en 2007 où ce livre est sorti. Et puis alors, comment est né le jet de la chance ? Je pense qu'il y a toujours une idée qui traîne en arrière-plan dans notre cerveau, ou plusieurs idées sûrement. Et puis un jour, je vais... j'avais suivi une formation en coaching, et puis mon thème principal, c'était l'optimisme. Et un jour, je rencontre une personne, je lui dis comment ça va, et la personne me dit, la poisse, il m'arrive que des tuiles. Elle me fait une longue liste de tout ce qui n'allait pas. Et dans un réflexe de coach, je dis, et qu'est-ce que tu fais pour que ça change ? Elle me dit, rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Cet échange a été le point de départ de l'écriture du livre, puisque quelques heures plus tard, dans ma voiture, en rentrant chez moi, je me dis, mais moi, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Enfin, comme tout le monde, j'ai des problèmes, des difficultés, tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours eu une solution qui s'est présentée. Et puis, à 4 heures du matin, je me réveille avec ce titre dans la tête. J'ai de la chance. Oui, je sais plus, je crois que c'est dans l'avant-propos que tu expliques un peu il me semble, hein, mais ça, voilà. Donc, et après seulement que ça s'est transformé en j'ai de la chance. Je n'ai pas révisé le livre. Donc, voilà. C'est pas grave. Il me semble que c'est dans l'avant-propos où tu parles de ça. Où même tu t'es interrogé si tu faisais bien j'ai de la chance ou j'aide la chance. Non, moi j'étais parti sur j'ai de la chance, donc très centré sur moi. Et c'est en parlant à un ami psychologue qui lui me dit qu'est-ce que tu viens de dire, puisque je lisais un peu vite. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle J'ai de la chance. Je le disais très vite. Et il me dit dis-le plus lentement. Je dis je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle J'ai de la chance. Et il me dit c'est pas ce que j'ai entendu. Je dis qu'est-ce que tu as entendu? Et il me dit j'ai entendu j'aide du verbe aider. Je dis waouh, c'est exactement ça. Ah oui, c'est top. Voilà. C'est top. Ce qui fait la particularité du livre. Alors
je ne vais pas raconter le livre, mais je crois que ton approche, c'est de dire, au fond, nous avons tous de la chance, ou en tous les cas, la chance, c'est souvent lorsqu'un événement inattendu survient, c'est la manière positive de voir cet événement qui nous fait dire que nous avons de la chance, en fait. L'événement est inattendu, je le trouve bien, je dis, tiens, j'ai de la chance, en fait. Et finalement, c'est une posture. À la Ligue des optimistes, on dit souvent, on dit pas tout est bien, tout est beau. Non, il nous arrive des difficultés comme 87% on a tous à peu près des vies. Tu le disais il y a un instant, je ne sais plus d'où je sors ce chiffre, mais en fait, la très grande majorité d'entre nous avons tous à peu près les mêmes problèmes de vie, les mêmes vies, avec les mêmes galères. Alors souvent on a l'impression, on me dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Non, mais en tout cas, je te rassure, hein, bienvenue en humanité. Je dis souvent cette phrase, on est tous comme ça. Ouais. Il y a naturellement 13% de personnes, ou 13, encore une fois, je ne me souviens plus de la stat, d'où elle vient. Je vous prie d'accepter mes excuses, chers auditeurs, mais qui ont des vies, eux, hors normes, hein, aussi bien positivement ou avec des vies extraordinaires. La semaine dernière, vous avez entendu l'épisode avec Christophe Bichet, qui est une vie extraordinaire, mais la majorité d'entre nous avons ça, et quelquefois, certains, notre position de vie, quand on a des galères, l'optimiste va se dire, ok, quoi de bon là-dedans? Quand je me perds, moi je dis souvent bonne nouvelle, tiens, il va y arriver un truc que je vais découvrir que je n'aurais pas découvert, et c'est vrai. Je me souviens encore, on ne faisait pas dire que je suis un contemplatif béat, mais une fois j'avais un gros bouchon sur l'autoroute, je sors dans les petites routes de campagne, je dis mais où je vais, et tout d'un coup je découvre des coins de campagne magnifiques, et je me dis, tiens, s'il n'y avait pas eu ce bouchon, j'aurais jamais découvert cet endroit. Donc ça, c'est effectivement la posture optimiste qui nous est commune, finalement, c'est de voir les choses. Mais dans ce livre, tu dis, avoir de la chance, c'est notre manière de percevoir les événements inattendus, en fait, et d'y être attentif. Oui, c'est notre manière d'y réagir. Réagir. Alors, bien sûr, ça commence par notre perception, et un événement inattendu, nous avons tous de l'inattendu dans notre vie. La question, c'est comment nous réagissons par rapport à cet inattendu. Souvent, nous avons tendance à dire « oui, mais c'est pas le moment, oui, mais là, je suis fatigué », alors que nous devrions dire peut-être « mais oui, c'est une opportunité ». Et c'est là, quand nous répondons positivement à une situation inattendue, que nous allons découvrir des pépites. D'accord. Alors, il nous est arrivé à tous, tout le monde, un événement inattendu en début 2020, qui s'appelle le coronavirus, donc qui, dans un premier temps, on le regardait un peu loin, de manière lointaine, on dit « oh, c'est un truc chinois encore », je me souviens très bien de février 2020, où on dit « ok, bon, c'est loin ». Mars 2020, ça arrive, et puis mi-mars, on est tous enfermés. Et là, assez rapidement, j'ai vu que tu avais été je t'ai trouvé très réactif, et tu as commencé à publier des vidéos, voilà, puisque pour la première fois, chers auditeurs, cet épisode est filmé, en fait. Je suis chez Francis. Ça, je pense qu'à un moment ou un autre, Francis fera un petit teasing ou un petit quelque chose là-dessus, mais en tous les cas, c'est la première fois que je suis filmé. Ne soyez pas trop déçus quand vous découvrirez l'image par rapport à la voix. Hein. Voilà, merci de votre indulgence. Et là, tu as été très réactif. Moi, je te voyais... Je me souviens plus si c'était chaque semaine ou chaque soir. Tous les jours. Tous les jours, tu faisais une émission qui s'appelait Rock Your Life. Tout à fait. Je me suis dit, waouh. Alors, dans Rock Your Life, il y a quelque chose quand même qui est, pour nos auditeurs, si vous cherchez sur YouTube, vous allez les trouver. Francis nous passera les liens, je vous les mettrai dans le descriptif de l'épisode. Il y avait tout un jeu de chapeaux. Est-ce que tu veux bien... Est-ce que tu veux bien m'en parler? Parce que pour ceux qui découvriront, vous direz, il n'a pas le même chapeau, tiens, il a un chapeau rose, tiens, il a un chapeau. C'est quoi cette histoire de chapeau? C'est marrant que tu retiennes juste non, le chapeau. Je ne retiens pas le chapeau, mais
La spécificité de Rock Oui. Your Life, c'est qu'il y avait un chapeau. Tout à fait. Tu Tout mettais à un fait. chapeau. Je mettais un chapeau. On parlera d'une autre émission alors que je trouve vraiment sensationnelle, qui Je ne suis pas geek et je me soigne, où tu donnes des tas de petites astuces. Et là, il n'y a pas de chapeau. Par contre, il y a des vestes. De temps en temps, tu me dis, tiens, voilà, je mets cette veste-là mais il n'y a pas de chapeau. Alors pourquoi Rock Your Life a un chapeau? Est-ce que c'était ton côté clin d'œil aux années rock Oui, c'est peut-être comme ça. Peut-être que d'abord, alors, j'ai pas réagi aussi vite que ça. Il y en a un ami commun que nous avons, qui est Michel Pollard, qui a réagi immédiatement. Oui, mais Michel... Non, il faut que je raconte l'histoire. Ouais, alors Michel, qui sera invité à notre micro d'ici quelques temps, voilà. Qui m'a fait l'amabilité d'accepter cette invitation. Ouais, alors, lui, il a réagi immédiatement, puisque le jour même du confinement, il a commencé à faire un live sur Facebook. Et il s'invitait chez les personnes. Oui, ça y est, je me souviens très bien. Je m'invite chez vous. Voilà, tout à fait. Et puis moi, je me dis, bon, pourquoi je lui proposerais de l'inviter, etc. Moi, j'étais plutôt en mode passif. Et puis le temps passait. Et là, je me dis, bon, tiens, je vais contacter Michel. Je lui dis, pourquoi pas. Et je le contacte. C'était un mardi après-midi. On avait une réunion de l'Association française des conférenciers professionnels. Et donc, nous étions en Zoom. Et puis je lui envoie un message en particulier, comme ça, je lui dis, Michel, tu vois, je suis disponible. Quand est-ce que tu as une disponibilité pour ton émission? Il me dit, j'ai un désistement ce soir, si tu veux. Je dis, ok. Et le soir même, j'étais à son émission. Ce qui fait que c'était un mardi soir. Ce qui fait que 5 jours plus tard, j'ai commencé à créer mon émission, qui s'appelait effectivement Rock Your Life. Et oui, très rapidement, j'avais mon chapeau. Parce que je voulais me donner un genre, et peut-être parce que j'ai commencé aussi un peu en chantant. Il faut regarder les premières émissions de Rock Your Life qui sont assez quand même marrantes, dans le sens que c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas en termes de qualité audio ou même visuelle. Mais j'avais ce chapeau parce que moi j'aime bien chanter. Et puis il n'y avait pas de code particulier en fonction des chapeaux, non. en fait. Non. Si, après, parce que j'avais un chapeau plutôt gris, anthracite. Ouais. Et après, j'ai acheté d'autres chapeaux, d'autres couleurs pour mettre un peu de fun. Maintenant, il y a tout dans le jeu de chapeau. D'accord, voilà. D'accord. Alors, tu envoies un message aussi à nos auditeurs, et souvent, moi, je leur dis, quand je rencontre l'un ou l'autre, c'est de dire, il faut oser. Tu dis, la qualité était pas bonne, et forcément, au début, on n'est pas très bon, on cherche, on bafouille. Moi, je me souviens de mon premier épisode. Je pouvais pas faire des découpages, hein. Non, c'est vrai, voilà. Et donc, c'était du live. C'était du live Facebook Live, voilà. Ouais. Et donc, on trouve que c'est pas très bon. Et puis, il faut se lancer pour progresser, finalement. On est bien d'accord. Hein. Tout à fait. J'avais aucune idée ce que c'était de faire un live. Déjà, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, appuyer sur le bouton Go Live de Facebook. Et puis après, au fur et à mesure, je progressais. Après, le deuxième jour, j'ai utilisé un outil qui s'appelle StreamYard, qui me permettait de diffuser à la fois sur Facebook et sur YouTube. Mais en plus, j'avais une connexion Internet qui était exécrable. Ce qui fait que le son, le visuel, tout ça passait pas très bien. Et donc, chaque jour, je trouvais des solutions pour améliorer tout ça. Et c'est de là que t'es venu l'envie de dire « je ne suis pas geek et je me soigne ». Alors, c'est venu après, effectivement, parce que après avoir fait ces 50 émissions, j'ai appris à utiliser l'environnement numérique un peu plus qu'avant, à la fois aussi faire des visuels, comment filmer, et ainsi de suite. Et je me dis, pourquoi pas, comme je diffusais en même temps sur Facebook et sur YouTube, je me dis, pourquoi pas, développer ma chaîne YouTube. Et c'est vrai, je ne suis pas un geek, dans le sens que j'y connais rien, je suis perdu dès qu'il faut télécharger une application, faut l'installer, enfin c'est compliqué, c'était compliqué, ça l'est toujours, mais un peu moins aujourd'hui. Et donc je me suis dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas un geek, et je me dis, je me soigne. Donc, et le fait, effectivement, de faire un live, une émission, on est obligé de trouver des solutions, même si c'est pas parfait, même si c'est pas bien, mais chaque jour, je trouvais de nouvelles solutions, et ainsi je progressais. Et donc, en développant ma chaîne YouTube, qui s'appelait avant Francisens, que j'ai renommée Je ne suis pas un geek, et bien, je développe aussi mes qualités de comment filmer, comment enregistrer. Il y a vraiment des trucs très intéressants. Je vous invite, chers auditeurs, à y aller passer. Ce sont des petites capsules de quelques minutes.
J'en ai vu une d'ailleurs qui m'a beaucoup plu sur comment organiser son bureau. Voilà. Alors du bureau physique, nous sommes tous les deux des partisans, mais souvent Francis a fait beaucoup aussi t'as fait beaucoup de cours en gestion du temps et on sait parfaitement que si on veut diminuer le stress, le manager doit avoir un bureau net avec le seul dossier qui le concerne, qu'il ait en actif et après le ranger, parce qu'un bureau encombré, c'est déjà un facteur de stress, rien que lorsque l'on rentre dans le bureau. Et j'ai dans le souvenir comme ça de quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps. Bon, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas d'ordinateur portable, quasiment pas. C'était dans les années 80 au début des années 90. Et il avait deux piles immenses sur son bureau. Et je me disais, j'aimerais pas être le dossier en dessous de la pile là, parce que je ne sais pas à quel moment il va être traité, parce qu'il y avait, voilà. Et donc il y a beaucoup de petites capsules, beaucoup de trucs finalement que tu donnes sur comment organiser son bureau. Et donc oui, c'est très sympa. Je voulais t'en faire le retour puisque j'étais en face de moi, et vraiment je vous invite, si vous n'êtes pas geek et si vous voulez des petits trucs simples, très pratico-pratiques, tu le disais tout à l'heure, c'est un peu ta marque de fabrique, vraiment, d'aller voir cette approche avec pas mal de petites capsules très sympathiques. Voilà. Donc ça t'est venu finalement comme ça, et maintenant tu vas sur cette... Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que, oui, voilà, c'est le moment des projets, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je sais qu'il y a un projet de livre. Est-ce que tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs, mais au moins qui serait tiré de tes émissions Rock Your Life, c'est ça? Ou alors, inspiré? J'ai effectivement annoncé que j'allais écrire un livre sur Rock Your Life, mais en fait j'ai plusieurs livres en préparation, en travail, en réflexion, on va dire ça comme ça, parce qu'un jour il y en aura un qui va sortir. C'est toujours une question du bon timing. Il y aura un moment donné, il y aura un qui va prendre de l'ampleur. En ce moment, je me focalise plutôt sur ma chaîne YouTube, parce que je découvre ce monde et il y a énormément de choses à apprendre. Et je me rends compte que le fait de m'intéresser à YouTube me permet aussi, dans mon métier plus classique, d'avoir des compétences qu'on me demande de plus en plus. Par exemple, on me demande récemment de faire une formation de prise de parole publique, mais le client, il utilise un certain outil et me demande d'utiliser cet outil. Cet outil s'appelle Videoscribe, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est comment je suis encore moins geek que toi, voilà. Je n'ai pas encore suivi toutes les je ne connais pas encore l'outil, mais je vais devoir l'apprendre, cet outil. C'est comment faire une vidéo avec un outil qui s'appelle Videoscribe, donc sur Internet, qui est un assemblage d'illustrations, et donc raconter une histoire à partir de ces illustrations, quel que soit le thème que vous choisissez. Voilà. Donc forcément, je pense que le monde aujourd'hui, il est en train de changer de plus en plus vite et nous oblige à changer. Et c'était ça l'idée de Rock Your Life. Rock Your Life, il y avait deux messages. Rock Your Life, il fallait se bouger pour avancer, et en même temps, il faut construire sur du solide, comme du rock. Mmh. D'accord. Donc, un ouvrage sortira, c'est pas forcément Rock Your Life, mais t'as pas mal. J'en ai plusieurs écrits. J'ai aussi découvert qu'on pouvait éditer soi-même des livres, des mini-livres sur Internet. Enfin, voilà. Donc, en parallèle avec la chaîne YouTube, tout ça se fera tôt ou tard. C'est très intéressant parce que ce que nous dit Francis, va encore une fois, et vraiment dans cette mouvance optimiste, c'est-à-dire en fait, on n'a pas choisi le confinement, on a subi le virus, on n'a pas choisi le confinement. C'est ta manière finalement de saisir cette opportunité pour complètement t'adapter, te former, développer des projets, pas subir en te lamentant. C'est très intéressant en fait. Oui, alors ce que j'ai découvert avec le confinement, enfin que j'ai peut-être vraiment réalisé ça ces derniers temps, mais c'est que en fait le confinement m'a permis de développer ma créativité. Je n'ai jamais été aussi créatif de ma vie, puisque comme j'ai fait 50 émissions, chaque jour, je commençais à 4h du matin à réfléchir au thème. J'avais bien sûr des invités, mais chaque fois, il fallait créer le visuel, poser les questions, définir les questions, un peu ce que tu fais aussi, il y a de la préparation. Mais moi, j'avais que 24 heures pour préparer l'émission. Et chaque fois, l'émission était à 17h37, et ainsi de suite.
Et comme ça, j'ai pu développer ma créativité. Et avec YouTube, finalement, quand on fait des émissions YouTube, aujourd'hui, je suis à plus de 140 vidéos sur YouTube, donc une partie de Rock Your Life, bien sûr. Mais chaque fois, c'est créer un créateur, un YouTuber, c'est un créateur de contenu. Ah, bien sûr. Donc, il faut créer à la fois du contenu, mais aussi comment on le met en forme, comment on le filme, comment on le raconte. Et surtout, il faut avoir de la patience, de l'humilité, c'est nécessaire aussi. Hein, c'est-à-dire ne pas imaginer que dès que je vais créer du contenu, je vais avoir 5000 personnes. Ça, c'est le rêve. 5000 personnes qui vont regarder. Tout de suite. Avoir le courage de créer tranquillement son auditoire et donc d'avoir une passion. Je voudrais qu'on revienne sur le métier de conférencier professionnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu parlais toi de tes découvertes, tu dis j'aimerais être ça, tu as découvert, tu as sans doute assisté à des séminaires toi-même, tu as été, donc tu disais, à la National Speakers Association à Orlando, NSA. la NSA à Ouais. Orlando. Ouais. Comment devient-on conférencier professionnel ? Alors, Bonne- je sais que je pourrais poser la question à Michel, mais Oui, ça, je je crois poserai dans 2 semaines. D'abord, je pense que le parcours peut être très différent d'une personne à une autre. Conférencier, ça sous-entend qu'on a quelque chose à partager, un message à faire passer. Et puis, il faut trouver son expertise, son domaine d'expertise. Ensuite, le conférencier se distingue du formateur dans le sens qu'il est sur scène devant des centaines, des milliers de personnes. Ouais, ça arrive. Enfin, ça peut arriver. Et donc, il doit à la fois travailler sur le fond et la forme, la manière de faire passer un message. Et ça, nous avons beaucoup de choses à apprendre des Américains dans ce domaine-là. Et c'est ce que j'ai effectivement découvert en 2006 pour la première fois. Et après, c'est du travail. Donc, est-ce que tu t'es formé ? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques Et puis après, vous avez créé l'Association française des conférenciers professionnels. Comment tout ça s'est fait ? Alors déjà, effectivement, le fait qu'il existe une association aux États-Unis, il existait également, il existe toujours, une fédération internationale qui regroupe toutes les associations dans les différents pays. D'accord. Et donc, très rapidement, le fait de Laurent Tilsky de vouloir créer une association en France était forcément chapeauté par la fédération internationale. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu le kick-off en mars 2008 de l'Association française des conférenciers professionnels, il y avait tout de suite des intervenants étrangers. Il y avait une personne qui venait d'Angleterre, une personne qui venait du Canada, des Allemands, et ainsi de suite. Donc tout de suite, il y avait un environnement international. Et donc pour devenir conférencier, il faut s'inspirer des meilleurs conférenciers. Et c'est là que l'intérêt d'une association, c'est on s'inspire les uns les autres. D'accord. Mais bien sûr, c'est un travail. D'accord. Donc C'est en du fait, travail. vous travaillez beaucoup, vous échangez ensemble, vous partagez finalement vos expériences, et à partir de là, il y a un côté, voilà, je prends chez l'autre, je ne vais pas parler de co-développement ou de groupe de pairs, mais je prends chez l'autre des choses, des options modélisantes, je lui en offre d'autres, et à partir de là, on s'enrichit, c'est ça ? Voilà, ça se fait pas forcément dans ces mots-là comme ça, mais quand j'allais au congrès, ou n'importe quel congrès ou à une conférence, il y a toujours 3 aspects. Je vais à une conférence soit pour le thème, donc je vais apprendre quelque chose, du contenu, soit je vais aussi pour le conférencier et je vais apprendre sur la forme, la manière dont il fait passer le contenu. Et après, il y a encore un troisième aspect, et c'est de ça qu'on a peut-être un peu plus de mal à comprendre, c'est que les conférenciers, on parle aux États-Unis, on parle de motivational speakers, donc les conférenciers motivationnels, et c'est-à-dire qu'ils nous inspirent. Et quand vous écoutez quelqu'un, il vous met dans une énergie qui fait que tout à coup, ça vous crée des idées qui n'ont rien à voir peut-être avec son thème, mais qui vous permettent à vous de développer votre créativité, votre envie de faire avancer et bouger les choses. En fait, le message que tu envoies, c'est de dire, si vous voulez devenir conférencier, il vous faut naturellement votre expertise, mais il vous faut aller observer les autres et finalement observer la forme, le professionnalisme. Beaucoup de conférenciers le disent, hein, maintenant il faut être de plus en plus professionnel, voilà, avec des visuels, mais pas trop, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a beaucoup de préparation.
Je crois d'ailleurs que tu as fait des conférences sur J'ai de la chance, hein, tu l'as fait en présentiel aussi. Tout à fait, bien sûr, j'en ai donné. Voilà, donc voilà, d'accord. Combien il y a de membres dans l'Association française des conférenciers professionnels? Combien vous êtes en France? J'en ai aucune idée. Oui, c'est très variable. Je peux pas te donner les derniers chiffres. J'ai pas bossé la matière, j'ai pas appelé l'ami Laurentiski. Je peux pas te donner les derniers chiffres. C'est très variable. Je pense que ça a un peu diminué du fait du confinement. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont un peu bougé de ce côté-là. Mais c'est de l'ordre entre 50 et 100 personnes, quoi. Alors, au-delà de ton expérience d'ingénieur, tu t'es formé au métier de coach, tu parlais de la CNV tout à l'heure, mais tu es aussi maître PNL? On va dire oui. On va dire, ouais. C'est très vieux ça, c'est pour ça. Bon, alors, d'accord. La PNL, j'ai fait ça en 95, 96. Hein. Ouais, ça faisait partie aussi de ton programme de tout apprendre sur... J'étais boulimique en fait en 95 quand j'ai démissionné de mon travail. Tout ce que je découvrais, je voulais l'apprendre. D'accord. Je me suis formé en hypnose ericksonienne, en PNL, en analyse transactionnelle. Ah oui, je ne sais pas tout en fait. Etc. J'ai découvert des choses assez surprenantes. D'accord. Ton métier d'ingénieur te manque pas trop en fait? D'abord, j'ai jamais vraiment exercé comme ingénieur. J'ai eu un métier technico-commercial, mais j'utilisais les connaissances d'ingénieur et je les utilise toujours aujourd'hui. Parce que justement, grâce à ces connaissances et ce regard d'ingénieur, je peux comprendre des managers, des chercheurs dans des domaines très différents, très variés. Je coach des chercheurs qui sont dans des domaines très aussi bien dans le spatial que dans l'intelligence artificielle, dans l'automobile, quel que soit le métier, ou dans le médical, ainsi de suite. D'accord. Alors, il y a un point qu'on connaît moins de ta personnalité, et Francis, comment ça faire découvrir? Francis, je te sens inquiet dans ces cas-là. C'est un point commun. Alors, mais toi, tu es un peu plus spécialisé, c'est la passion de l'histoire, en fait. Il paraît que tu es un passionné de l'histoire de la Renaissance. Alors, je ne sais pas si je suis un passionné de l'histoire, mais j'adore. Dans ton temps libre, c'est ça. Ouais. Oui, j'adore. Oui, c'est vrai que la Renaissance, c'est une période qui me passionne. Je ne peux pas dire que je sois un passionné au sens que je passe énormément de temps, mais je suis passionné de Léonard de Vinci, d'abord. Alors, pour vos chers auditeurs, effectivement, si je tourne un tout petit peu ma tête, j'ai deux ouvrages marqués Léonard de Vinci. Même Vasari. Oui, je ne sais pas si ça te parle, Vasari. Il y en a plusieurs, oui. Ouais. D'accord. Oui, j'adore cette période de Renaissance, à la fois au sens, parce qu'elle permettait de développer énormément de créativité, et aussi de redécouvrir ce qui a été perdu, ou soi-disant, ou plutôt caché pendant des siècles, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et j'ai fait effectivement une vidéo sur Léonard de Vinci. D'accord. Alors celle-ci, je ne l'ai pas vue, mais oui, effectivement. Donc, alors j'essaie dans mes vidéos de toujours avoir un regard un peu décalé par rapport à ce qui est connu, quoi, parce que c'est. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement là, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Moi, je sais ce que ça m'a apporté, mon intérêt pour l'histoire, mais toi, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ta pratique ou finalement dans ta connaissance de... Eh bien, je pense qu'il est important de comprendre finalement souvent l'origine pourquoi des choses, et l'histoire est là pour nous expliquer pourquoi aujourd'hui on fait comme ça, et ainsi de suite. J'ai découvert récemment ça c'est un scoop, parce que je vais faire une vidéo bientôt sur Eiffel, et quel est le lien entre Léonard de Vinci et Gustave Eiffel? Ah ouais. Eh bien, Gustave Eiffel était le premier à créer une soufflerie. On le connaît pour sa tour, mais à la fin de sa vie, il a créé une soufflerie, la première soufflerie, puisque l'aviation était naissante au début 1900. Et Léonard de Vinci était le premier à observer que ce qui porte un avion... Phénomène de portance. Oui, ouais. C'est pas le dessous de l'aile, c'est le dessus de l'aile. Ouais. Ça, c'est Léonard de Vinci qui l'a découvert, et Gustave Eiffel l'a démontré dans sa soufflerie. Et c'est pour ça que les ailes des avions, elles sont plates en dessous, ouais, et elles sont courbées au-dessus. Parce que l'avion est soutenu par la partie supérieure de l'aile. Voilà. Donc ça, c'est le lien entre les... Et je trouve que c'est passionnant de découvrir des choses comme ça, des points communs. Et je crois que on ne serait pas au stade où on en est aujourd'hui sans toutes ces personnes qui ont apporté leur pierre dans la recherche, dans les découvertes. Mais c'est aussi vrai dans l'art, quel que soit le domaine.
Comme quoi la culture générale est toujours très utile. Tout à fait. Voilà. Tout à À fait. tel moment on le fait. Comment gères-tu le stress et la pression? On échangeait tout à l'heure en avant-propos et avant de débuter l'émission de nos plannings respectifs de la rentrée, que nous espérons tous. Voilà, on ne peut pas préjuger de la situation sanitaire, mais au moment où nous enregistrons, à tout le moins, comment est-ce que tu gères la pression et le stress? Alors, ça fait beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup de questions. Mais je vais te répondre rapidement à une question. Des questions. Non, je vais répondre rapidement à la question. La pression, comme dirait Yannick Noah, la pression, c'est ce qu'on met dans les pneus. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de pression. Alors, comment on gère le stress? D'abord en faisant une chose à la fois, une chose après l'autre, et du mieux qu'on peut. Voilà, je crois que la pression, on se la met soi-même, ou ce stress, il y a une part qui est endogène, qui vient de nous. Donc j'ai une situation, j'ai beaucoup de travail qui se présente, je vais faire de mon mieux. Ça, c'est mon objectif. Et je vais m'organiser au mieux pour faire au mieux. Et c'est tout. Après, le résultat, il sera plus ou moins bon. Mais j'aurais fait le mieux que je puisse faire à un instant donné. Et je crois que c'est ça le stress. Maintenant, si tu parles de stress en prise de parole en public... Ça, c'est le trac. Ah, voilà, exactement. Et là, pour le regard positif, pour moi, le trac, c'est en fait le désir de bien faire. Donc, déjà, il faut l'accepter. Et accepter aussi de pouvoir faire des erreurs, de se tromper, de bafouiller. À partir de là, on va être moins stressé. Alors, moi, je ne suis pas un conférencier professionnel, je donne quelques conférences par an. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'auditoire, et quelquefois, il va y avoir plusieurs centaines de personnes. Et alors, mon petit truc, c'est de prévenir mon auditoire en disant, voilà, je vais sans doute bafouiller pendant quelques minutes, mais après, ça va aller tout de suite mieux. Et le fait même que je le dise, d'abord, le public me trouve tout de suite plus sympathique. Il se dit, voilà, c'est pas un grand sachant qui arrive, qui va nous dire ce qu'il est. Il a une forme d'humanité, il a le trac comme je pourrais l'avoir moi-même. Et effectivement, ça aide d'être sérieux, professionnel. On échangeait là-dessus, sans se prendre forcément au sérieux, et puis d'accepter de ne pas être parfait, de faire du mieux que l'on peut. Ouais, je partage. Et je crois qu'il y a Mark Twain qui disait, il y a les conférenciers qui ont le trac. Il y a deux types de conférenciers, pardon. Mark Twain disait, il y a deux types de conférenciers, ceux qui ont le trac et les autres qui sont des menteurs. D'accord. D'accord. Voilà, bon, c'est bien. Et même s'il y a beaucoup de choses dans ton livre, je parle du dernier, quel conseil donnes-tu ou donnerais-tu à finalement des personnes qui traversent des tempêtes de la vie, et sans forcément aller dans les tempêtes de la vie, ou qui viennent te voir parce qu'elles sont limite burn-out, voire burn-out? Quel conseil tu pourrais donner pour finalement passer ces moments, ou aller mieux, ou trouver la voie? Ça serait quoi? Alors, le bureau net, ça, tu le dis, voilà, t'as des choses comme ça que tu donnes, mais est-ce que tu en as quelques-uns? Est-ce que quelques pharmacopées pour les auditeurs de Humain, ça serait très sympa? C'est vrai, on aimerait bien tous avoir la solution. Ouais. D'abord, tout le monde vit des moments difficiles, et on ne peut pas le cacher, tout le monde, toi, moi, nous avons des moments difficiles, mais ces moments, ils passent. Après coup, souvent, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, c'est difficile de le vivre. Après, le côté positif, c'est de dire, OK, j'ai peut-être quelque chose à apprendre, ou comment je peux au mieux passer cette situation difficile. C'est ça la question. Alors que souvent, on a tendance à se lamenter, ou on a tendance finalement à ne pas accepter qu'il y ait cette situation difficile, et après, on va peut-être amplifier la situation en elle-même qui est difficile. Donc je pense que l'attitude positive, le regard positif, que tu mentionnais tout à l'heure, que je dis, la chance est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. C'est dans notre regard que cet événement soit positif ou négatif. Même dans une situation négative, difficile, il y a du positif. On ne le voit pas forcément tout de suite, parce que souvent il y a l'émotionnel, il y a qui nous empêche de voir le côté bénéfique. Mais si on regarde ça un petit peu plus tard, on va le voir qu'il y avait finalement des bonnes choses dedans.
D'accord. C'est effectivement c'est toujours finalement le coach, il peut toujours donner un bon conseil parce qu'il est de l'extérieur, il n'a pas cet émotionnel. Et c'est vrai, quand on le vit, il y a cet émotionnel qui rend flou un peu l'image que nous avons de la situation, quoi. Et je crois que toutes les difficultés dans la vie, en général, si j'avais un conseil à donner, c'est ça. Parce que je suis en train de lire un livre passionnant sur un peu plus de clarté, avoir de la clarté dans notre vie. Parce que je crois qu'aussi que jusqu'à 35 ans, avant que je démissionne de mon travail, j'avais une vision plus ou moins claire. Plus ou moins. Pardon. J'avais donc une vision plus ou moins claire, et je pense que depuis 25 ans, maintenant, j'apprends à avoir une vision plus claire de ma vie, même si, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais je crois que c'est ça la question, c'est de faire la part des choses. D'accord. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est imaginé dans notre cerveau. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qui est factuel et quel tigre de papier je me construis finalement. Tout à fait. Qui peut m'obscurcir. Ouais, Marshall Rosenberg disait toujours, on se fait des films et beaucoup de films sont des films d'horreur. Oui, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ces vertutons à toujours se passer les mêmes films? Voilà, c'est ça. Allez, vraiment. J'ai aussi coutume de dire ça dans mes interventions, quand des personnes ressassent des événements antérieurs. Je dis finalement, quand vous allez au cinéma et que le film vous plaît pas, c'est assez rare que vous ressortiez, vous repayez une place pour retourner voir un film qui vous plaît pas. Or, quelquefois, on se repasse régulièrement les mauvais films de notre vie et on banalise les bons ou on les oublie. Et voilà. Et c'est effectivement, c'est toute une histoire de point de vue. Tout à fait. Sur quoi je me focalise? Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui... Est-ce que tu as des rituels? C'est quoi les rituels de vie de Francis? Il veut mes rituels. Je ne veux rien, mais bon, si tu en as quelques-uns à nous partager. Alors, j'ai un rituel, c'est tous les matins, je fais ma méditation. Et avant, alors, ma méditation, c'est la méditation de la Francis. Je m'installe en position de méditation. Et je remercie d'abord pour la journée passée. Et je me focalise sur les bonnes choses de la journée passée. Et ensuite, je me projette, me visualise sur la journée à venir. Comme par exemple ce matin, je me dis, je vais rencontrer Laurent, il va m'interviewer, ça va bien se passer. Voilà, donc après la journée en elle-même... On arrive au terme de l'émission, donc ça s'est bien passé. Voilà. Donc après la journée en elle-même, il peut y avoir de l'inattendu, positif comme négatif. Voilà, mais le fait d'être préparé mentalement, d'accueillir cet inattendu, fait qu'on va réagir plus positivement dans ces situations-là. Donc c'est ta méditation que tu as créée, enfin c'est ton rituel personnel. C'est mon rituel, voilà, d'accord, c'est quelque chose que tu as fait, mais qui est souvent un point commun de ceux qui ont réussi aussi, c'est ce temps de méditation ou de pleine conscience en fonction de... Christophe me disait... Je renvoie, chers auditeurs, à l'épisode avec Christophe Bichet qui dit, lui, il savoure un verre d'eau tous les matins, car il apprécie de pouvoir boire chaque matin ce verre d'eau. Et il dit, l'eau a un goût fabuleux à partir du moment où tu apprécies de la boire. Voilà. Oui, parfois le bonheur est dans les choses simples. Merveilleux, on arrive au terme de l'émission. Merci d'abord pour le temps que tu m'as consacré. Première des deux questions rituelles de cette émission. La première est, quel livre me recommanderais-tu ou recommanderais-tu à nos auditeurs s'il y en avait un seul? Il y a une multitude de livres autour de moi, mais qui sont les tiens, puisque tu m'accueilles chez toi. Mais quel livre recommanderais-tu si tu en avais qu'un? C'est une question très difficile. Oui, je sais. C'est une question très difficile parce que j'en ai tellement de livres. Et puis, moi, c'est le livre du moment. Ouais. Voilà. Un peu de celui-ci, alors. J'en ai j'en ai plusieurs du moment, de toute façon. D'accord. Mais j'en ai un qui s'appelle en anglais, il est en anglais, qui s'appelle The Inevitable, l'inévitable, qui nous parle de comment se préparer à toutes les technologies qui vont changer notre vie. Et il est malheureusement pas en français, ce livre, pour l'instant, mais peut-être qu'un jour il le sera, ou d'autres livres qui vont dans le même genre. Mais le message de ce livre, il dit la chose suivante: nous devons être un débutant permanent.
Et oui, parce que les choses vont bouger de plus en plus vite au niveau de la technologie et ça va avoir un impact de plus en plus vite dans notre vie. Et je pense que nous n'avons pas encore pleinement conscience de l'impact de toutes ces technologies nouvelles, qui sont nouvelles tous les jours, quoi. D'accord. Est-ce que tu en aurais un autre pour nos amis qui n'ont pas appris l'anglais dans les chansons? Voilà, j'attendais la question en français. Ou traduit en français. Hein. Je ne sais pas si ce inévitable est traduit encore. Non, il n'est pas traduit. Alors, Francis se lève, voilà, et il arrive. Ah oui. Ça, tu le traites dans une de tes dernières vidéos. Oui, alors je n'ai pas encore lu ce livre. Non, mais tu parles. Mais je parle de ce mot qui s'appelle les métavers. Et donc, j'ai effectivement reçu un livre que j'ai pas encore lu, qui s'appelle les métavers, dispositifs, usages et représentations, qui parle de cet univers qui combine à la fois l'univers réel, physique, et l'univers virtuel sur les écrans. Et le message qu'il y a dans les métavers, et Mark Zuckerberg vient juste d'annoncer que Facebook est en train de devenir ou va devenir un métavers. Ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, ce qui se passe sur un écran va avoir un impact dans notre vie réelle. Voilà, donc je peux peut-être conseiller ce livre qui a l'air pas mal en survolant. Donc c'est les métavers de Julien Péquignot et François-Gabriel Roussel. D'accord. Voilà, édition L'Harmattan. Chez L'Harmattan. Merci beaucoup, Francis. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes... tiens, déjà, j'aurais pu te parler de Laurent Tilsky, on en a déjà parlé. Hein, oui. Je sais pas, c'est vrai que ça pourrait être bien de l'interviewer. Ouais, je vais lui passer un petit coup de fil de ta part. Maintenant, j'ai pensé à Christine Andry, qui est à la fois une amie et un coach. Et elle s'occupe des petites entreprises, des personnes qui sont en train de créer leur structure, leur entreprise. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a un regard assez d'abord professionnel forcément, mais un regard assez global, une vision globale sur comment aider à structurer une entreprise. Elle m'a accompagné depuis 1 an avec Rock Your Life, et puis elle m'accompagne encore professionnellement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Elle a suivi une formation de coaching, mais elle a son regard bien particulier pour aider les créateurs ou les personnes en développement dans les toutes petites entreprises. Merci beaucoup. L'invitation est lancée, Christine Andry. Donc, tu as le mot de la fin. Ah oui, alors, ça non plus, j'ai pas pris. Voilà, là, de l'inattendu. Voilà, de l'inattendu. J'ai le mot de la fin. Eh bien, d'abord, je te remercie de cette interview qui est très intéressante pour moi, parce que porter un regard sur sa vie, même si je raconte des éléments de ma vie dans mes vidéos, mais d'être interviewé comme ça pendant 1 heure, ça me rappelle un autre livre qui, lui, est traduit en français, mais le titre en français, je le connais pas par cœur, mais le livre en français, il dit « Change your life, change your story, change your life ». Changez votre histoire, changez votre vie. Et je crois qu'il est bon de temps en temps de porter un regard d'écrire sa vie. Et parce que ça permet de voir que finalement, notre vie, elle est peut-être tout aussi merveilleuse que n'importe quelle personne qu'on voit à la télé. C'est sûr. Et qu'elle peut être encore meilleure si on prend conscience de cet aspect-là. Et donc ce livre, je vais te trouver la référence, il s'appelle... Tu veux que j'aille chercher la livre? Tu me l'enverras, on la mettra dans le descriptif de l'épisode. Le titre en français, c'est Gear ou Gear. En tout cas, j'aime beaucoup, parce que le titre en français, il est moins parlant, mais j'aime beaucoup le fait. Il conseille la chose suivante: écrivez votre histoire, vous laissez reposer, après vous relisez votre histoire. Et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié des choses, ou alors il y a des choses que vous avez écrites que vous regardez sous un autre angle. C'est vraiment intéressant. Et je pense que je vais écouter ce podcast sous un autre angle. Donc, je te remercie, Laurent. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été au micro d'Humain. Merci de ton accueil en tes locaux. Merci pour le partage. Je vous renvoie tous, chers amis, au descriptif dans l'épisode où vous retrouverez tous les liens pour retrouver Francis facilement, y compris ses ouvrages.
Et je vous invite encore, comme je l'ai dit chaleureusement, à aller voir Je ne suis pas geek et je me soigne. Il y a vraiment plein de petits trucs et astuces pour nous tous qui ne sommes pas les geeks, mais qui devront nous adapter dans la perspective des métavers qui arrivent, et donc il va nous falloir vraiment nous adapter. À très bientôt. Au revoir Francis. Au revoir Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, my face.